Salut à tous, on espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une merveille de la nature, la naissance. On va commencer par la base pour bien comprendre l'anatomie du bassin féminin. Il est formé de différents détroits à retenir absolument. Le détroit supérieur est limité en arrière par le promontoire, latéralement les ailerons sacrés puis les lignes arquées qui vont jusqu'à la symphyse pubienne en intérieur. Le détroit moyen, qui va de la jonction tiers supérieur de tiers inférieur de la symphyse pubienne à la jonction S3-S4. Il passe par les épines ischéatiques. Et ça, c'est hyper important en obstétrique, car les épines ischéatiques font protrusion dans le canal de naissance et des têtes fétales peuvent rester coincées à cet endroit. Et le petit dernier, le détroit inférieur, qui va du coccyx à la partie inférieure de la symphyse pubienne. Sur le schéma, vous avez deux traits rouges, c'est le détroit supérieur et le détroit inférieur. Entre ces deux lignes, on a la filière pelvienne, que l'on appelle aussi le canal de naissance. Elle a une forme de cylindre coudé que l'on appelle segment de Thor. Ce segment est concave vers le haut lorsque la patiente est en décubitus dorsal, c'est-à-dire allongée sur le dos. Comme vous le voyez avec la flèche orange, le trajet que doit réaliser le fœtus pour naître est concave vers le haut et non pas rectiligne. Lors du 3e trimestre de la grossesse, les ligaments qui assurent la stabilité des articulations du petit bassin sont plus laxes grâce aux hormones. On parle d'imbibition aqueuse. Ainsi, la symphyse pubienne peut être douée de mouvements de cisaillement. Au niveau de l'articulation sacro-iliaque, on aura des mouvements de nutation et de contre-nutation. Pour rappel, en dehors d'une grossesse, l'articulation sacro-iliaque est très solide. Elle a une stabilité osseuse quasiment nulle, mais une stabilité ligamentaire très importante. Et donc logiquement, grâce à la laxité ligamentaire dont on a parlé précédemment, les mouvements au niveau de cette articulation vont être plus importants à la fin de la grossesse. Pour continuer sur les rappels, on va parler diamètre. Il y en a deux à connaître absolument, le transverse médian qui fait 12,5 cm et le diamètre promonto-rétropubien qui fait 10,5 cm. Et maintenant c'est parti, parlons engagement. On parle d'engagement dans la filière pelvienne lorsque le plus grand diamètre de la tête fétale aura franchi le détroit supérieur. Lorsque le fœtus passe le détroit inférieur, on parlera au contraire de dégagement de la tête fétale. Pour un engagement de bonne qualité, il y a 5 conditions à remplir. First, la tête fétale ne doit pas s'engager dans un plan transversal, sinon cela coincerait à cause de la protrusion du promontoire. Le fœtus s'engage donc en oblique. Deuxièmement, la tête fétale doit être fléchie. Donc faisons un petit point sur les diamètres de la tête fétale. Lorsque le fœtus n'a pas la tête fléchie, il présente son diamètre occipitofrontal qui fait 11,5 cm, beaucoup trop gros pour passer. Par flexion de la tête fétale, on aura le diamètre sous-occipitobregmatique qui mesure 9,5 cm. A noter que dans le plan frontal, la tête mesure aussi 9,5 cm, qu'importe que la tête fétale soit fléchie ou non, le diamètre ne change pas. Le changement de diamètre se fait donc dans le plan sagittal et non dans le plan frontal. La troisième condition, c'est les déformations plastiques de la tête fétale. Les os étant liés entre eux par des syndesmoses, c'est-à-dire du tissu fibreux, les os peuvent se superposer pour s'adapter aux contraintes osseuses du bassin. Quatrièmement, l'asynclitisme. C'est lorsque le plus grand diamètre de la tête fétale va modifier alternativement sa trajectoire par des mouvements de balancier lorsqu'il descend dans la filière pelvienne pour se frayer un chemin. Pour que vous visualisiez bien, vous savez qu'on adore ça, je vous donne ma vision de la chose. J'imaginais ça comme un chien qui cherche une taupe dans un trou de terre. Il va donner un coup de museau à droite, puis un coup de museau à gauche, et ainsi de suite pour se frayer un chemin. Dernière condition, et pas des moindres, la fameuse nutation que vous aimez tant. La nutation est obtenue par hyperflexion des cuisses sur le bassin chez une patiente en décubitus dorsal. On observe alors un rapprochement des ailes iliaques dans le plan frontal, et donc logiquement un écartement des ischions, car les os sont soudés. Le promontoire va s'abaisser et donc plonger en avant, alors que la symphyse pubienne s'élève. On va donc avoir une diminution du diamètre du détroit supérieur, donc diminution du diamètre promonto-rétropubien, et une augmentation du diamètre du détroit inférieur. Tout cela est à différencier de la contre-nutation, ce sont les mouvements inverses de la nutation, un petit peu logique. Et là vous allez me dire, mais attends Laurie, t'es mignonne, quel intérêt de réduire le diamètre du détroit supérieur alors qu'on veut qu'il s'engage notre bébé? Bougez pas. Si le fœtus veut pénétrer dans la filière pelvienne, son axe de pénétration doit être perpendiculaire au plan du détroit supérieur. Cet axe est l'axe ombilico-coccygien, qui est l'axe d'engagement du fœtus, qui est l'axe du détroit supérieur. Ce sont trois synonymes. À ne pas confondre avec le plan du détroit supérieur qui est égal au plan d'engagement de la tête fétale. Pour dessiner l'axe ombilico-coccygien, on tire une ligne entre l'ombilic et le coccyx. Pour un engagement dans de bonnes conditions, il faut que le fœtus suive cet axe ombilico-coccygien. Or, il y a un problème, car l'axe de la poussée utérine, ce qui est la poussée qui permet de descendre le fœtus dans le bassin, se dirige plus en avant selon un angle de 30 à 50 degrés par rapport à ce fameux axe ombilico-coccygien. La poussée utérine va donc mettre le fœtus vers la symphyse pubienne plutôt que dans l'axe ombilico-coccygien. C'est là qu'interviennent les mouvements de nutation de l'articulation sacro-iliaque. Ils vont améliorer la naissance par l'augmentation du diamètre du détroit inférieur,
le fœtus a plus de place lors du dégagement, la diminution du diamètre du détroit supérieur. Ça peut paraître absurde, mais ça n'a pas d'importance car la tête fœtale passe en oblique au niveau du détroit supérieur. Souvenez-vous du début de la vidéo. Et le point crucial, meilleure concordance des axes de la poussée utérine et de l'axe ombilico-coccygien. C'est le point capital, j'insiste vraiment pour l'engagement. Un récap en images pour que vous visualisiez bien. Avant la nutation, l'axe ombilico-coccygien et l'axe de la poussée utérine forment un angle de 30 à 50 degrés. Après la nutation, la congruence entre ces deux axes est améliorée, c'est-à-dire que l'angle entre les deux est réduit. Donc à la suite de la nutation, l'axe ombilico-coccygien concorde avec l'axe de la poussée utérine. Et on rappelle que ces deux axes sont perpendiculaires au plan du détroit supérieur. Petit point sur la descente et la rotation intrapelvienne. Une fois que le fœtus a franchi le plan du détroit supérieur, il va toucher un des deux faisceaux ilio-coccygiens du muscle élévateur de l'anus. L'ilio-coccygien va alors avoir une contraction réflexe, et progressivement ces contractions vont remettre la tête fœtale dans un plan sagittal. Ainsi, le fœtus s'engage en oblique, c'est la condition A sur le schéma, et se dégage en antéro-postérieur, c'est la condition C, c'est-à-dire que la tête est droite au dégagement. Lors du dégagement au niveau du détroit inférieur, donc, l'aventure du fœtus n'est pas tout à fait terminée. Il va y avoir la formation d'un périnée additionnel. Ce sont les fibres du muscle élévateur de l'anus et les parties molles de la femme qui vont accompagner le fœtus vers la sortie. L'orifice vulvaire va venir s'horizontaliser alors qu'il était initialement vertical. Et après ce long chemin, notre bébé est enfin né. Soyez aussi zen que ce petit bébé lors du concours, on vous embrasse, on vous envoie plein de courage. Bisous!